Le monde que campe Babel dans les récits d'Odessa n'est pas sans rappeler les films de Fellini. La truculence, un burlesque confinant, parfois au grotesque, une poésie qui tient à un regard très personnel et une secrète tendresse pour les travers des hommes. C'est principalement Cavalerie rouge, traduit de 2 ans après sa parution, puis retraduit à plusieurs reprises depuis qu'il est à l'origine de sa notoriété en France. Mais, bien que ce recueil ait fait grand bruit en Russie à l'époque, et soit toujours considéré comme un chef-d'œuvre stylistique, c'est peut-être surtout au second, Récit d'Odessa, qu'il doit sa popularité dans son pays, et bien entendu dans sa ville natale d'Odessa. Il est vrai que ces récits ont fait très vite l'objet de lectures et de récitals publics, d'abord de son vivant, principalement par le célèbre artiste de variété Léonide Koutiosov, puis par différents humoristes dans les années 60 et 70. Ils ont en outre été portés à l'écran à plusieurs reprises en 1926, puis à la fin des années 80 et en 2011. Donc, nous allons vous lire, on va alterner entre Laurent Steiner et moi-même. Moi, je vais lire quelques extraits justement des récits d'Odessa, et Laurent va lire quelques contes d'Odessa. On va alterner, on va commencer par vous, Odessa. Odessa est une ville épouvantable, tout le monde sait ça. Il me semble néanmoins que l'on peut dire beaucoup de bien de cette ville remarquable et absolument délicieuse de l'Empire russe. Songez un peu, une ville où la vie est légère, où la vie est lumineuse, la moitié de sa population est constituée de juifs. Or, les juifs sont un peuple qui a très bien assimilé un certain nombre de choses, très simples. Ils se marient pour ne pas être seuls, ils aiment pour vivre éternellement, ils amassent de l'argent pour avoir des maisons et offrir des jaquettes en astrakhan à leur épouse. Ils sont de bons pères de famille parce qu'il faut aimer ses enfants et que c'est très bien. Les gouverneurs et les circulaires administratives compliquent beaucoup la vie des pauvres juifs d'Odessa. Mais il n'est pas facile de les déloger de leur position. Cela fait très longtemps qu'ils les occupent. On n'y touche donc pas, et on en tire beaucoup d'enseignements. C'est en grande partie grâce à leurs efforts que s'est créée cette atmosphère légère et lumineuse qui entoure Odessa. L'Odessite est le contraire du Pétersbourgeois. Le fait que les Odessites se débrouillent très bien à Pétrograd est en train de devenir un axiome. Ils gagnent de l'argent. Parce qu'ils sont bruns, ils se font aimer de dames blondes, aux chairs moelleuses. De façon générale, à Pétrograd, un Odessite a tendance à s'installer sur la perspective Kamenostrovski. On me dira que je tombe dans l'anecdotique. Eh bien non, pas du tout. Cela touche à des choses beaucoup plus profondes. Ces bruns apportent tout simplement avec eux un peu de soleil et de légèreté. Outre ces gentlemen apportant un peu de soleil et beaucoup de sardines dans leurs emballages d'origine, je pense que ne devrait pas tarder à arriver aussi l'influence féconde et vivifiante du Midi russe, de la ville russe d'Odessa, qui est peut-être, qui sait, la seule ville de Russie où peut naître ce mot passant national dont nous avons tant besoin. Je vois même de tout petits vermisseaux annonciateurs de ce proche avenir. Les chanteuses d'Odessa, je parle d'Isa Kremer, avec des voix fluettes, mais de la joie, une joie qui s'exprime dans leur personne sous une forme artistique, avec fougue, légèreté et un sens délicieux, tantôt triste, tantôt touchant, de la vie, une vie bonne, mauvaise, et quand même, et malgré tout, follement intéressante. J'ai vu Outushkin, un Odessite pur sang, insouciant et profond, intrépide et réfléchi, gracieux et pâteau, brillant et bègue. Alors, je fais une petite parenthèse. Sergueï Outushkin est une figure légendaire de la ville d'Odessa, véritable tête brûlée. Célèbre pour les défis qu'il se lançait à lui-même, il descendit entre autres le fameux escalier d'Odessa à vélo. Cycliste, pilote automobile et surtout l'un des premiers aviateurs russes. Il revient souvent sous la plume de Babel. Donc, j'ai vu cet Odessite pur sang, insouciant et profond, intrépide et réfléchi, gracieux et pâteau, brillant et belle. Il a été dévoré par la cocaïne.
ou la morphine. Elles l'ont dévoré, à ce que l'on dit, après une chute qu'il a faite de son aéroplane quelque part dans les marais de la province de Novgorod. Pauvre Otochki. Il est devenu fou. Mais il n'en est pas moins évident, à mes yeux, que le temps approche où la province de Novgorod fera le chemin à pied jusqu'à Odessa. Avant toute chose, cette ville possède tout simplement les conditions matérielles propices à la croissance. Par exemple, d'un talent à la Maupassant. L'été, dans ses piscines, on voit luire au soleil des silhouettes musclées et coulées dans le bronze de jeunes gens qui font du sport, des corps puissants de pêcheurs qui n'en font pas, des chairs adipeuses, ventripotentes et débonnaires, de négociants, de maigres rêveurs boutonneux, des inventeurs et des courtiers. Et, non loin de la vaste mer, les fabriques crachent leur fumée, tandis que Karl Marx vaque à ses occupations habituelles. À Odessa, il y a un ghetto juif très pauvre et très peuplé, qui souffre beaucoup, une bourgeoisie très imbue d'elle-même, et une assemblée très centurinoire, autrement dit très réactionnaire, ultranationaliste et ultra-orthodoxe à tendance antisémite. À Odessa, il y a des soirs de printemps voluptueux et langoureux, des senteurs épicées d'acacia et une lune emplie d'une lumière égale et irrésistible au-dessus d'une mer obscure. À Odessa, le soir, dans de ridicules petites villas de mauvais goût, sous un ciel de velours sombre, de gros bourgeois ridicules en chaussettes blanches sont allongés sur des sofas et digèrent des repas plantureux. Dans les fourrés, leurs épouses poudrées, engraissées par l'oisiveté et candidement corsetées, se font peloter avec passion par des médecins et des juristes au tempérament de feu. À Odessa, les hommes du vent rôdent autour des cafés pour gagner un rouble et nourrir leur famille. Mais il n'y a rien à gagner. D'ailleurs, pourquoi ferait-on gagner de l'argent à quelqu'un d'inutile, un homme du vent? À Odessa, il y a un port. Et dans ce port, il y a des bateaux à vapeur qui viennent de Newcastle, de Cardiff, de Marseille et de Port Saïd, des Noirs, des Anglais, des Français et des Américains. Odessa a connu une époque florissante. Elle connaît une époque d'étiolement poétique, un peu insouciant et très désemparé. Finalement, dira le lecteur, Odessa est une ville comme les autres. Vous êtes tout simplement d'une partialité excessive. Oui, c'est vrai. En effet, je suis partial et peut-être délibérément. Mais parole d'honneur, cette ville a quelque chose. Et ce quelque chose, un homme authentique le perçoit. Il dira, oui, la vie est triste, la vie monotone, tout cela est juste. Mais elle est quand même, et malgré tout, follement intéressante. Lire un conte. Alors, un conte d'Odessa, Elie Isakovitch et Marguerite Prokofievna. Gershkovitch était sorti de chez le commissaire Le Cœur Gros. On lui avait déclaré que s'il ne quittait pas Orel par le premier train, il serait expulsé sous escorte. Mais partir, cela signifiait manquer son affaire. Sa serviette à la main, gringalet et un peu pressé, il suivait la rue sombre. Une haute silhouette féminine le héla à la hauteur du coin. « Chérie, tu viens ?» Gershkovitch leva les sourcils, la regarda à travers ses lunettes étincelantes, réfléchit un instant, puis répondit d'un ton posé « Je viens ». La femme le prit par le bras, ils tournèrent au coin de la rue. « Où est-ce qu'on va? À l'hôtel ?»« Il faut que je passe la nuit chez toi, » répondit Gershkovitch. « Ça fera 3 roubles, mon petit père. »« 2, » dit Gershkovitch. « C'est pas un conte, mon petit père. » Ils se mirent d'accord pour 2 roubles et demi et poursuivirent leur chemin. La chambre de la prostituée était petite, propre, avec des rideaux déchirés et un abat-jour rose. Quand ils furent entrés, la femme ôta son manteau, déboutonna son corsage et cligna de l'œil. « Eh !» dit Gershkovitch avec une grimace. Quelle sottise. « T'es pas commode, mon petit père. » Elle s'assit sur ses genoux. « Vous devez bien faire vos 80 kilos, » fit Gershkovitch. « Pas tout à fait.
et elle plaqua un gros baiser sur sa joue au poil grisonnant. « Eh, je suis fatigué !» Et Gerskovitch fit à nouveau la grimace. La prostituée se leva, son visage était devenu mauvais. « Tu es juif ?» Il la regarda à travers ses lunettes et répondit « Non. »« Tipper » proféra lentement la prostituée. « Ça fera 10 roubles. » Il se leva et se dirigea vers la porte. « 5, dit la femme. Gerskovitch fit demi-tour. « Fais-moi le lit, dit le juif d'un ton las. Il ôta son veston et chercha du regard un endroit pour l'accrocher. « Comment t'appelles-tu »« Marguerite. »« Change les draps, Marguerite. » Le lit était large avec un édredon moelleux. Gerskovitch commença à se déshabiller lentement. Il retira ses chaussettes blanches, redressa ses orteils en sueur, ferma la porte à clé, mit la clé sous l'oreiller et s'allongea. Avec de petits bâillements, Marguerite ôta sa robe sans hâte, loucha pour presser un bouton sur son épaule et se mit à tresser pour la nuit sa chevelure peu fournie. « Comment t'appelles-tu, petit père ?»« Eli Zakovitch. »« Tu es dans le commerce ?»« Notre commerce, dit Gerskovitch d'un ton vague. Marguerite souffla à la veilleuse et se coucha. « Dis donc, tu es bien en chair, dit Gerskovitch. » Ils s'endormirent rapidement. Le lendemain matin, la lumière vive du soleil inondait la pièce. Gerskovitch se réveilla, s'habilla et s'approcha de la fenêtre. « Chez nous, c'est la mer. Chez vous, c'est les champs. »« C'est bien. »« T'es d'où ?» demanda Marguerite. « D'Odessa, répondit Gerskovitch. « C'est la première des villes, c'est une bonne ville. » Et il sourit avec malice. « Tu te sens bien partout, à ce que je vois ?» dit Marguerite. « C'est juste, répondit Gerskovitch. On est bien partout où il y a des gens. »« Ce que tu es bête, dit Marguerite en se soulevant sur le lit. Les gens sont méchants. »« Non, dit Gerskovitch, ils sont bons. On leur a appris à penser qu'ils étaient méchants et ils l'ont cru. » Marguerite se mit à réfléchir, puis elle sourit. « T'es un marrant, proféra-t-elle lentement et elle examina avec attention. « Tourne-toi, je vais m'habiller. » Ils prirent ensuite le petit déjeuner, du thé avec des craquelins. Gerskovitch apprit à Marguerite à beurrer des tartines et à mettre du saucisson par-dessus d'une certaine façon. « Goûtez voir, moi, il faut que je m'en aille. » En partant, Gerskovitch dit « Voici 3 roubles, Marguerite. Croyez-moi, il n'est pas facile de les gagner. » Marguerite sourit. « Espèce de pingre. D'accord pour 3 roubles. Tu viendras ce soir ?»« Oui. » Le soir, Gerskovitch apporta le dîner. Du hareng, une bouteille de bière, du saucisson, des pommes. Marguerite était vêtue d'une robe sombre, fermée au ras du cou. Tout en mangeant, ils se mirent à parler. « Avec 50 roubles par mois, on ne peut pas s'en tirer, » disait Marguerite. « Dans ce métier, si on s'habille à bon marché, on ne gagne rien. Je paye 15 roubles pour la chambre, tu n'as qu'à faire le compte. » Chez nous, à Odessa, répondit Gerskovitch, après avoir réfléchi, tout en découpant soigneusement le hareng en parties égales, on a pour 10 roubles une chambre princière sur la Moldavonka. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas foule chez moi. Les ivrognes aussi, il faut les accepter. Chacun ses ennuis, dit Gerskovitch. Et il se mit à parler de sa famille, de ses mauvaises affaires, de son fils pris pour le service militaire. Marguerite écoutait, la tête posée sur la table, et son visage était attentif, doux, pensif. Après le dîner, quand il eut ôté son veston et soigneusement essuyé ses lunettes avec un bout de chiffon, il s'assit devant la petite table et, approchant la lampe, il se mit à écrire des lettres commerciales. Marguerite se lavait les cheveux. Gerskovitch écrivait sans hâte, levant les sourcils avec attention. Par instant, il s'arrêtait pour réfléchir, et en trempant sa plume dans l'encrier, il n'oublia pas une seule fois de la secouer pour enlever l'encre superflue. Quand il eut fini d'écrire, il fit asseoir Marguerite sur son registre. « Elle est une dame de poids, pas vrai ? Asseyez-vous, Marguerite Prokofievna, je vous en prie. »
Gerskovitch sourit, ses lunettes étincelèrent et ses yeux devinrent brillants, petits et rieurs. Le lendemain, il partait. Tandis qu'il faisait les 100 pas sur le quai, quelques minutes avant le départ du train, Gerskovitch aperçut Marguerite qui venait rapidement vers lui, un petit paquet à la main. Le paquet contenait des petits pâtés et des taches de graisse avaient traversé le papier. Marguerite avait le visage rouge, pitoyable. L'essoufflement de la marche faisait se soulever sa poitrine. « Bien le bonjour à Odessa !» dit-elle. « Bien le bonjour !»« Merci !» répondit Gerskovitch. Il prit les petits pâtés, haussa les sourcils, réfléchit un instant et son dos se voûta. La troisième sonnerie retentit. Ils se tendirent la main. « Au revoir, Marguerite Prokofievna. »« Au revoir, Elie Isakovitch. » Gerskovitch monta dans le wagon. Le train démarra. Un deuxième texte. Premier croquis d'Odessa. Il existe à Odessa 2 clubs qui ont un rapport avec l'art. L'un est le Café littéraire, la société de littérature et d'art. L'autre s'appelle l'Assemblée familiale des travailleurs de la Seine, ou quelque chose de ce genre. Dans le premier se retrouvent de véritables artistes, de vrais journalistes, des demoiselles parfumées, des dames parfumées, de gros bourgeois et de sveltes jeunes gens. L'autre a été fondé par des chansonniers, des imitateurs, des danseuses de café-concert, des gérants un peu filous sur les bords et des reines du diamant. Le café littéraire est sans doute une institution magnifique, mais mon cœur penche plutôt du côté du petit club. Et la bonne chose, la gaudriole, cela va-t-il disparaître? Et l'histoire incohérente du soldat à l'agonie va-t-elle disparaître? Va-t-on oublier la larmoyante histoire du gros bonhomme si gros que l'amour, la bonne chose, lui devient hélas impossible? Dans leur cabaret, les imitateurs et les gérants abordent des thèmes éternels. Ils se plaignent de la cherté de la vie. Ils font claquer leurs talons et réclament la paix avec conviction. Aujourd'hui, ils sont pacifistes. Avant, ils étaient militaristes. Avant, le public aimait les chansons paisibles et frivoles, avec des rideaux bleus, de brûlantes étreintes entre des dames de la ville et des capitaines gaillards et moustachus. Tandis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bois pour se chauffer. Et il faut bien parler des choses importantes. C'est mal de tuer. Les Allemands sont des travailleurs. Assez de croix blanches sur des routes inconnues. On n'en peut plus de vous, les impérialistes, et de Constantinople. C'est ce que pense le public. Et c'est ce que pensent les chansonniers. Les chansonniers connaissent bien leur public. Mais le public, lui connaît-il les chansonniers? Venez, allons faire un tour dans la salle et jeter un coup d'œil sur les travailleurs de la Seine. On peut d'emblée dire que la Révolution ne les a pas laissés de côté et qu'elle les a gratifiés du plus merveilleux de ses bienfaits, un magnifique sentiment de camaraderie. Qu'étaient-ils avant? Des parasites de la foule, toujours anxieux, éparpillés sur des scènes de province et livrés au pouvoir de koulaks incultes. Si l'on accepte la gaieté née à notre contact et les brimades nombreuses et éphémères, que serait-il resté de leur bagage? Alors que maintenant, au club de leur syndicat, après une journée de travail et d'émulation, ils peuvent, tout en s'attrapant par les boutons de leur veste, discuter avec animation de la nouvelle du jour dans la pittoresque langue d'Odessa. Avant, personne n'aurait imaginé qu'une nouvelle du jour pouvait toucher un ventriloque. Ils peuvent se décréter président, camarade du président, et faire éclater le paisible cours de la vie en un conflit sur un terrain de principe. Nom de Dieu! Ces gens aiment réellement leur syndicat. Et c'est avec délice, avec fureur qu'ils jouent au président et au conflit. Ils ont enfin trouvé le temps de chanter pour eux-mêmes, de faire des claquettes pour eux-mêmes, et de manger chez eux, dans leur home, un plat du jour à 1,25 rouble, de la saucisse aux choux. Ces gens ont toutes les raisons d'aimer leur syndicat. Et il y a 2 sortes de chansonniers. Ceux qui écrivent eux-mêmes leurs chansons et ceux qui les font écrire par des poètes attitrés. Si besoin est, ils vous torchent une chanson à pied levé pour 25 roubles. On écarte l'assiette de saucisse, le client chante un refrain, et faut-il que Dieu ait donné un tel talent à un homme, les vers s'écoulent et le chanteur couvre l'écrivain d'un regard tendre et respectueux. Les femmes, les diseuses, considèrent les poètes avec encore plus de respect. Il faut dire qu'elles sont totalement démunies. Regardez, elles sont là, toutes blondes et toutes confiantes, ou bien toutes noires, avec un nez pointu,
et elles attendent tranquillement. Le crâne chauve de cet homme indispensable s'incline devant elles. Le crayon court sur le papier et quelques jours plus tard, les journaux d'Edison, de Kherson ou le radio de Kishinev seront pourvus de nouveaux oiseaux, de nouvelles chansons. Il y a dans ce club énormément de jeunes juifs d'Odessa, brisés, calcinés dans le creuset d'une vie trop rapide. Ils portent des vestes à martingale, des képis épais, et sur nombre d'entre eux se pavanent d'éloquents rubans de croix de Saint-Georges. C'est qu'ils savent être braves, ces garçons d'Odessa. Connaissez-vous leur vie? Oh, elle n'est pas compliquée. Ils sont nés dans le quartier de la Moldavanka ou rue du Bazar. Leur père est un courtier, un homme du vent. Leur mère, une grosse juive en gueule avec une multitude d'enfants. Mais où ces enfants reçoivent-ils leur éducation? Oh, nous avons un théâtre municipal, des cinématographes qui présentent des spectacles de variété, des lycées qui enseignent les belles lettres, et des billards bourrés de grecs, de villards, de gangsters et d'aigrefins. Un garçon à l'esprit curieux et qui vaut quelque chose reçoit dans ces établissements la meilleure éducation qui soit au monde. Près du théâtre municipal, passage du théâtre, en face de l'hôtel du Nord, qui parle tant à notre cœur, il y a une grille bien connue. Le long de cette grille, les gens font la queue pour avoir une place au poulailler. Le long de cette grille, des demoiselles déambulent à pas mesurés, et parfois pas mesurés du tout, en menant de mystérieux pourparlers avec des gamins des rues à l'air décidé. Quand il fait beau, quand brille notre soleil, avec ses odeurs de mer venant du bassin de la Quarantaine et ses odeurs de fleurs venant de la place Catherine, les fenêtres de l'hôtel du Nord s'ouvrent et l'on voit s'y pencher des cocottes à peine éveillées. Il est midi, le soleil brille. Des cocottes aux cheveux dorés et aux épaules blanches, comblées, tendres, étrangères, toutes chaudes après leur nuit d'amour, avec un fils à papa. Et les gamins, le long de la grille, savent très bien ce qu'est cette cocotte. Je vous dirais même qu'ils savent combien de billets il faut glisser sous l'oreiller en batiste de cette étrangère aux cheveux d'or. Ces gamins, qui ont pour père des courtiers, sont obligatoirement inscrits au lycée dès le primaire. Les courtiers aiment l'instruction, tout le monde sait ça. Le garçon a suivi 2 classes, mais il étouffait entre ces murs paisibles. C'est quelqu'un de gai, et très vite, il a entendu l'appel de la toute-puissance rue d'Odessa, qu'il a accueilli en son sein. L'appel du cinématographe avec ses spectacles de variété, des salles de billard avec leurs aigrefins. Notre garçon aimait le théâtre qui parle la langue d'Odessa. Ah, la vie a passé à toute allure. C'est qu'elle est remplie de joies et de piquants, de chagrins vite envolés. Et le voilà qui se promène maintenant, coiffé d'un képi marron. Il a son syndicat, il a son président, sa petite amie, son directeur, son écrivain, son Edison ou son Orion et sa gaieté qui a poussé dans la rue. Histoire d'une bonne femme. Il y avait une bonne femme, elle s'appelait Khenia. La poitrine forte, les épaules rondes, les yeux bleus. Voilà comment elle était. Elle aurait bien fait notre affaire. Son mari était mort à la guerre. Pendant 3 ans, elle a vécu sans mari, domestique chez les riches. Les patrons, il leur fallait 3 repas par jour. Et ils ne se chauffaient pas au bois, non, au charbon. Le charbon, ça donne une chaleur insupportable. On voit luire des roses de feu dans le charbon. Pendant 3 ans, elle a fait à manger pour ses patrons et elle est restée honnête. Rapport aux hommes. Mais sa poitrine de 30 livres, ça la tourmentait. Pensez donc. La 4e année, elle s'en va au docteur et elle lui dit « J'ai mal dans ma tête. Des fois, elle est toute en feu et des fois, je me sens partir. » Le docteur lui répond « Est-ce qu'on manquerait de garçons dans ton coin ?»« Ah, c'est bonne femme. »« Je suis pas assez hardi, » fait Khenia en pleurant. « J'ai de la pudeur. » Et c'est vrai qu'elle en avait. Ses yeux à Khenia étaient bleus, tout humides. C'est alors que la mère, Morozika, s'est occupée de la chose. La Morozika, toute la rue la connaissait comme sage-femme et rebouteuse. Ces commères-là, ça n'a pas de pitié pour la moralité d'une femme. Elle ne pense qu'à faire des couples et pour le reste,
advienne que pourra. Rhénia, dit-elle, je vais te caser. La terre desséchée se crevasse. Il lui faut la pluie du bon Dieu. Une femme doit avoir en elle un petit champignon qui bouge, humide et bien puant. Et elle lui amène un gars. Il s'appelait Valentin Ivanovitch. Il ne payait pas de mine, mais c'était un type ingénieux. Il savait composer des chansons. Maigre comme un clou, le cheveu long et des boutons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ce n'était pas un taureau qu'il faut à Rhénia. Pas vrai? Il fait des chansons et c'est un homme. Bon, que voulez-vous de mieux? La commère a préparé une bonne centaine de crêpes et un gâteau au raisin. Sur le lit de Rhénia, elle a installé 3 édredons et 6 oreillers, tous en duvet. À la tienne, Valentin! Voilà le soir qui arrive et les invités qui s'entassent dans la petite pièce derrière la cuisine. Et chacun boit un petit verre. La Morosica a mis sur sa tête un foulard de soie, c'est une personne respectable. Quant à Valentin, il tient des discours sans pareil. « Ah, Rhénia, ma poulette, je me suis délaissé de tous sur la terre. Je suis un jeune homme dont personne ne veut. Je ne voudrais pas que vous ayez des idées frivoles à mon sujet. Quand la nuit vient avec ses étoiles et ses noirs éventails, comment faire pour exprimer son âme dans des vers? Ah, j'ai bien de la timidité, je vous dis. » Un mot suit l'autre. Bien entendu, 2 bouteilles pleines de vodka ont été vidées. Et même 3 bouteilles de vin. Ce n'est pas pour dire, mais la fête avait coûté 5 roubles. Ce n'est pas rien. Voilà mon Valentin devenu tout rouge et il récite des vers à tue-tête. Alors la Morosica se lève de table. « Ma petite Rhénia, dit-elle, je vous laisse, le ciel me protège. Pour vous deux, ça va être l'amour. Quand vous irez pour vous coucher, dit-elle, enlevez-lui les bottes. Les hommes, on n'a jamais fini de laver pour eux. Mais l'ivresse le tient. Tout d'un coup, Valentin s'empoigne les cheveux et se les tord. « J'ai des visions, dit-il. Dès que je bois, j'ai des visions. Tiens, en ce moment, je te vois, Rhénia. Tu es morte. Tu as une figure dégoûtante. Et moi, je suis le Pope. Je marche derrière le cercueil et je secoue l'encensoir. » Et là, forcément, il élève la voix. Elle, eh bien, c'est une femme, quoi. Mine de rien, elle a déjà dégrafé son corsage. « Ne criez pas, Valentin Ivanovitch, dit-elle, tout bas. Ne criez pas, les maîtres vont nous entendre. » Mais comment l'arrêter quand il a un cœur gros comme sur le cœur? « Tu m'as offensé à mort, dit Valentin en pleurant et en titubant. Ah, vipère que vous êtes! C'est acheter mon âme hein, que vous vouliez. J'ai beau être un bâtard, dit-il. Je suis un fils de noble. Tu te rends compte? Boniche! Je vous consolerai, Valentin Ivanovitch. Laisse-moi partir. Je m'en vais dans le vaste monde. Oui, mais où irait-il, sous comme il est, le pauvre? Le voilà qui tombe sur le lit, qui rend tout sous votre respect, sur les draps, et s'endort, créature du bon Dieu. Mais la Morosica est déjà là. Ah, ça va mal tourner, dit-elle. Portons-le dehors. Les 2 femmes emportent Valentin et le couchent sous la porte cochère. Elles reviennent, mais la patronne les attend déjà en bonnet de nuit et caleçon de luxe. Et elle fait une réprimande à sa cuisinière. « Tu reçois des hommes la nuit, et par-dessus le marché, tu fais du scandale. Mais dès demain matin, tu prendras ton passeport et va-t'en hors de cette demeure respectable. J'ai une jeune fille dans la maison, dit-elle. » Jusqu'à l'aube bleue, Rhénia reste à pleurer et à se lamenter dans l'office. « Mère Morosica, mais qu'as-tu fait de moi, pauvre jeunesse? Je me fais honte, je ne vais plus oser regarder en face le monde du bon Dieu. Et qu'est-ce que j'y verrai dans le monde du bon Dieu? » Elle pleure et gémit, assise au milieu des gâteaux au raisin, des édredons blancs
comme neige, des veilleuses d'icônes et du vin de vigne, et ses tendres épaules frémissent. Ah, c'est d'un coup manqué, lui répond l'amoureuse Icare. Il en fallait un moins compliqué. On aurait dû prendre Mityuka. Cependant, le remue-ménage du matin a déjà commencé. Les laitières font déjà leur tournée. C'est un matin tout bleu et givré. Bravo. Deuxième croquis. Je déambule entre les tables. Je me balade parmi les gens. Je saisis des bribes de phrases. Est-ce un imitateur de danse féminine passe près de moi, dans son pâle visage d'adolescent, dans ses fins cheveux blonds négligés, dans son sourire veule, lointain et effronté, on sent l'empreinte de son métier bien particulier. Et son métier, c'est d'être une femme. Il a une démarche sournoise, alanguie, sinueuse. Il se balance très légèrement. Les femmes, les vraies femmes, l'aiment bien. Il est là, parmi elles, avec son visage d'adolescent pâle et ses fins cheveux blonds. Il ne dit rien. Il sourit discrètement à on ne sait trop quoi. Et les femmes lui sourient, elles aussi, discrètement et mystérieusement. Et leur sourire concerne quelque chose qui leur est propre et qu'ils sont seuls à savoir, elles et lui. Dans un autre coin, passe un homme vêtu d'un cafetan de drap bleu foncé. Et il porte une chemise à la taille, serrée par un cordon et des bottes vernies. C'est un barde russe. Le barde a un lorgnon sur son petit nez. Le barde a dans son âme l'anxiété mesquine et séculaire des hommes mesquins. Le barde a un visage de pharmacien instruit. Quant à son nom, je n'ai même pas la peine d'en parler. Je me faufile entre les tables sur lesquelles jouent au loto des colonels en retraite. Aux moustaches teintes de petits juifs qui ont trouvé ici un refuge pour leurs uniformes à la gloire ternie. Ils ont auprès d'eux des épouses grasses et placides, des patrons de cinématographes, des caissières maigrichonnes, des membres actifs du syndicat et des artistes du music-hall, pour l'instant désœuvrés, gros, flasques et sages. Ah, l'époque les a laissés sur la route, elle les a renvoyés chez Parachev, dans les cafés grecs, au Palais Royal, spéculer sur de petites bagues ornées d'une turquoise. Au club, vous pouvez en apprendre beaucoup sur leurs idéaux, sur les objets de leur convoitise et sur leurs idoles. Entrez dans la salle de lecture, une pièce où sont accrochés au mur de jolis portraits de Gorky, de Vinaver, de Lipovskaya. Dans cette pièce, il y a un vieux numéro de la revue Le Divertissement. Ah, je vous assure que c'est une revue très intéressante. Vous y découvrirez une vie bien particulière, remplie de légèreté, de vin, d'amour et de mort. Vous y lirez l'histoire de la belle et intelligente Jenny Molten, arrivée en Russie à l'époque florissante de sa florissante jeunesse. Vous lirez l'histoire de ses succès et de ses soupirants, des fils à papa, ses amis de corps, et de petites jambes balafrées par la vie, ses amis de cœur. L'histoire de sa vie nomade, des tonneaux de vin qu'elle a bu, des caisses d'oranges qu'elle a mangées, l'histoire de son mari, le mari d'une vierge de café-concert, et puis sa mort. À la fin, vous lirez l'histoire de la mort de Jenny Molten. À part Jenny Molten, il y a aussi Naumenko qui est morte, ou Kara Soulenko, une chanteuse de music-hall bien de chez nous, russe, passionnée, confiante, ivre, bonne et hystérique. Elle est morte sur un lit couvert de fleurs et inondé de parfums ni très bons ni très mauvais, de parfums moyens. Dans sa chambre, il y avait encore des télégrammes de fonctionnaires, d'officiers, de sous-officiers. D'après ces télégrammes d'officiers, des sous-officiers avaient hâte de la voir. Ils l'embrassaient, ils étaient indignés par quelque chose, et ils menaçaient d'on ne sait quoi. À part ça, il y a aussi dans le divertissement des articles sérieux sur les exigences de la profession et des photos du rédacteur, un bel homme, aux moustaches noires et aux yeux langoureux. D'après ses moustaches, d'après ses yeux, et d'après la noble prestance de sa silhouette, on peut dire, sans risquer de se tromper, que le rédacteur a dû être aimé dans sa vie et qu'il n'a jamais eu à donner d'argent aux chanteuses de music-hall. Il y a dans le divertissement des histoires de lutteurs. Elles parlent de leur premier succès, de pistes, de cirques inondés de lumière, de la foule parisienne, des femmes de Paris applaudissant à tout rompre, des foules soulevant un corps d'athlète lisse et puissant. Dans chaque numéro de la revue,
On retrouve des histoires bien de chez nous, sur des juifs d'Odessa, sur Fanconi, sur des maquignons dans des bastringues, sur une juive dans un tramway. Le divertissement a l'odeur d'Odessa, l'odeur de la langue colorée qu'elle s'est fabriquée elle-même. Et je dirais même plus, tout le club de la rue de la Transfiguration a l'odeur d'Odessa. C'est peut-être uniquement pour cela que j'en parle. Ah, par les temps qui courent, c'est très important l'odeur d'une ville natale. Voilà 4 ans qu'elle s'est continuellement submergée par des guerres étrangères. Il n'y a plus de sirènes de bateaux qui sifflent, plus de fines poussières de charbon flottant sur le port. Un soleil resplendissant éclaire des eaux calmes que rien ne vient troubler. Il n'y a plus de Bavaria, plus de changeurs, plus de grands et robustes marins américains et allemands, déambulants en troupeaux. Il n'y a plus de marins, plus de tavernes où l'on voit, à travers des bagues de fumée de tabac, des têtes d'anglais ivres qui dodelinent ou un gramophone hurle fièrement d'une voix éraillée de toute sa vaste et fière et vieille gorge « Roule, Britannia !» Pendant la guerre, nous avons vu arriver de Lituanie et de Pologne des réfugiés juifs ruinés, dont la mentalité nous est étrangère, et aussi des Serbes et des Roumains. Contre ces derniers, un homme amoureux de sa ville n'a rien à dire. Ils ont fait refleurir Odessa. Ils nous ont rappelé le temps où nous avions des négociants, des Grecs qui faisaient commerce de café et de pain d'épices, des Allemands qui fabriquaient des saucisses, des Français qui vendaient des livres, des comptoirs maritimes anglais. Et ils ont ouvert des restaurants, ils se sont mis à taper sur des cymbales, ils ont empli les tavernes de leurs langues exotiques et précipitées. Ils nous ont envoyé de beaux officiers chaussés de bottes jaunes, de grandes femmes élégantes aux lèvres rouges. Ces gens sont tout à fait dans le style de notre ville. Mais si les autres, eux, ne le sont pas, cela n'a rien de dramatique. Odessa a les reins solides, elle n'a rien perdu de sa merveilleuse faculté d'assimilation. Le juif polonais, qui arrive chez nous, calculateur, imbu de lui-même et le regard furtif, nous le transformons en un gesticulateur qui bouscule tout le monde, aussi prompt à s'échauffer qu'à s'apaiser. Nous continuons à les passer à la moulinette, à nous. Bientôt viendra le temps où s'en iront les officiers habitués à Pétrograd et leur petite garnison de Medjiboj. Avec eux s'en retourneront dans leurs grises Kozlov et Toula, et rouquins barbus qui se promènent stupidement dans nos rues et les gens stupidement de graines de tournesol. Les glibettes. Une sirène tressaille dans notre port et dans les tavernes de vieux gramophones, à la voix éraillée, chanteront encore la Grande-Bretagne, maîtresse des mers. Nos entrepôts se rempliront d'oranges, de noix de coco, de poivre, de malaga, et dans nos hangars à blé flottera à nouveau la poussière verdâtre du grain déversé. Tu n'as pas ouvert l'œil, capitaine. Le cargo Halifax était arrivé dans le port d'Odessa. Il venait de Londres pour embarquer du blé russe. Le 27 janvier, jour des funérailles de Lénine, les 3 hommes de couleur de l'équipage, 3 Chinois, 2 Noirs et un Malais, firent venir le capitaine sur le pont. En ville, les orchestres rugissaient et la tempête de neige faisait rage. « Capitaine O'Neill, dirent les Noirs, il n'y a pas de chargement aujourd'hui, donnez-nous quartier libre en ville jusqu'au soir. » « Restez à vos postes, répondit O'Neill. L'ouragan est de force 9, il augmente encore. Le Beaconfield est pris dans les glaces près de Saint-Jeika. Le baromètre indique ce qu'il ferait mieux de ne pas indiquer. Par un temps pareil, l'équipage doit rester à bord. Tous à vos postes. Et sur ces mots, le capitaine O'Neill alla trouver le second lieutenant. Ils rigolaient ensemble, le capitaine et le second lieutenant. Ils fumaient des cigares et montraient du doigt la ville où, dans une douleur incoercible, la tempête faisait rage et les orchestres hurlaient. Les 2 Noirs et les 3 Chinois traînaient sans but sur le pont. Ils soufflaient dans leurs mains glacées, battaient la semelle dans leurs bottes de caoutchouc et jetaient de temps à autre un coup d'œil par la porte entr'ouverte de la cabine du capitaine. Par cette porte, le velours des canapés, tiédi par le cognac et la fine fumée de tabac, coulait dans le grand vent de force 9. « Maître d'équipage !» cria O'Neill en apercevant les matelots. « Le pont n'est pas un boulevard. Faites-moi donc descendre ces gars dans la cale. »
À vos ordres, sir, répondit le maître d'équipage. Une colonne de chair rouge, couverte de poils rouges, à vos ordres, sir. Et il prit le malais ébouriffé par le collet. Il le mit contre le bastingage du côté du large et le jeta sur l'échelle de corde. Le malais roula en bas et s'enfuit sur la glace. Les 3 Chinois et les 2 Noirs s'enfuirent sur ses traces. « Vous avez fait descendre les hommes dans la cale » demanda le capitaine du fond de sa cabine, tiédi par le cognac et la fine fumée du tabac. « Je les ai fait descendre, sir, répondit le maître d'équipage. La colonne de chair rouge et il se posta près de l'échelle comme une sentinelle dans la tempête. Le vent soufflait de la mer, 100 km/h, pareil à 100 boulets tirés par les batteries gelées de la mer. La neige blanche se déchaînait au-dessus des glaçons. Et sur les vagues pétrifiées, 5 virgules recroquevillées, 5 avortons de couleur, visages carbonisés et vestons flottant au vent, volaient hors d'eux vers le rivage, vers les quais de mouillage. S'écorchant les mains, ils grimpèrent sur la rive, le long des pilotes couverts de glace, traversèrent le port en courant et s'engouffrèrent dans la ville qui tremblait dans le vent. Un détachement de dockers portant des drapeaux noirs marchait vers la place, vers l'endroit où l'on allait poser la première pierre d'un monument à Lénine. Les 2 Noirs et les Chinois se mirent à marcher à côté des dockers. Ils étaient hors d'haleine, serraient des mains et jubilaient d'une jubilation de bagnards évadés. Au même moment, sur la plage rouge, à Moscou, on descendait le corps de Lénine dans la crypte. Chez nous, à Odessa, les sirènes hurlaient, la tempête faisait rage et les foules marchaient en rond. Mais sur le cargo Halifax, l'impénétrable maître d'équipage restait posté près de l'échelle comme une sentinelle dans la tempête. Sous sa protection ambiguë, le capitaine Onion buvait du cognac dans sa cabine enfumée. Il avait compté sur le maître d'équipage Onion et il n'avait pas ouvert l'œil, le capitaine. Bravo. Finir par cette lecture, encore un texte tiré des récits d'Odessa, qui s'appelle « Tout garçon qui vit à Odessa ». Tout garçon qui vit à Odessa, tant qu'il n'est pas marié, veut être mousse sur un vaisseau au long cours. Les navires qui arrivent dans notre port enflamment le cœur d'Odessites d'un ardent désir de terres nouvelles et magnifiques. Voilà 7 jeunes Odessites. Ils n'ont ni argent, ni visa. Si on leur donnait un passeport et 3 livres sterling, ils s'embarqueraient pour des pays inaccessibles, aux noms mélodieux et mélancoliques comme les mots prononcés par un noir posant le pied sur une rive étrangère. Voici 7 jeunes Odessites. Le soir, ils lisent des romans coloniaux. Et le jour, ils travaillent dans les bureaux les plus ennuyeux de l'administration locale. Et c'est parce qu'ils n'ont ni visa ni livre sterling que Kext décrit le chef-lieu de Mojaïs comme un pays qu'il aurait découvert et que personne d'autre n'a jamais vu. Et que Slavine parle de Balta comme racine de Carthagène. Leur chant est repris par la voix chaude et pure de Pautovski, qui, se retrouvant au moulin Weilstein à Pérécipe, fait semblant de façon incroyablement touchante d'être sous les tropiques. D'ailleurs, il n'y a pas à faire semblant. À mon avis, notre Pérécipe est bien mieux que tous les tropiques du monde. Le 3e Odessite, c'est Ilf. D'après lui, les gens sont des acteurs sophistiqués, tout aussi géniaux les uns que les autres. Vient ensuite Bagretsky, le plus charnel des Flamands. Il a l'odeur du maquereau que ma mère vient de faire rissoler dans l'huile de tournesol. Il a l'odeur de la soupe de chameau que les pêcheurs de la petite fontaine font cuire sur le sable odorant du rivage à l'heure de midi par une irrésistible journée de juillet. Bagretsky est empli d'une chair aqueuse et vermeille, comme ces pastèques que nous faisions éclater tous 2 autrefois, du temps de notre jeunesse, sur une bite d'amarrage du bassin pratique à côté des navires amarrés le long du quai d'Alexandrie. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à Odessa, tout jeune homme, tant qu'il n'est pas marié, veut être mousse sur un vaisseau au long cours. Et que, pour notre malheur, nous nous obstinons à nous marier avec un entêtement extraordinaire. On va continuer par une petite scénette qui est tirée
d'une pièce de théâtre qu'a écrite quand même Isaac Babel, qui s'appelle Crépuscule. Donc je vais vous dire un petit peu l'atmosphère. La salle à manger des Criques, une pièce au plafond bas. On sent qu'elle est habitée depuis longtemps. Décor petit bourgeois, fleurs en papier, commode, gramophone, portraits de rabbins, à côté des photos de famille des Criques, pétrifiés, noirs, les yeux écarquillés, avec des épaules aussi larges que des armoires. Dans la salle à manger, tout est prêt pour recevoir les invités. Du vin, des confitures, des gâteaux sont disposés sur la table, recouverts d'une nappe rouge. La mère Crique est en train de préparer le thé. Dans un coin, sur un guéridon, un samovar qui bout. Alors, les personnages sont les suivants. Ariel Leb, bedeau de la synagogue de Chartier. Liopka, jeune hussard en permission. Bigna, un jeune dandy. Boyarski, propriétaire d'une fabrique de vêtements, qui vient demander la main de Voïra à sa mère, Isabelle, qui est là. À toi. Bon, d'accord, Liovka, j'ai compris. Ariel Lieb, le marieur de la Moldavanka et le chamès des Chartiers, c'est maintenant pourquoi des cavaliers lancés au grand galop s'amusent à trancher une branche de saule au vol. On commence par trancher une branche de saule et après ça, on tranche des têtes. Les mères ne jouent pas un grand rôle dans notre vie, mais dis-moi un peu, Liovka, comment ça se fait qu'un hussard comme toi ne puisse pas rentrer de permission avec une semaine de retard, le temps que sa sœur se concocte sa part de bonheur? Une semaine? Ariel, vous êtes un crête infini. Une semaine de retard? Mais la cavalerie n'a rien à voir avec l'infanterie. Votre infanterie, la cavalerie, elle lui crache dessus. Si je n'ai rien qu'une heure de retard, le maréchal de logis me traîne dans son bureau. Il me fait pisser le sang par l'âme. Il me le fait pisser par le nez. Et en plus, il m'expédie en cour martiale. Ils se mettent à 3 généraux pour juger un cavalier. 3 généraux bardés de médailles de la guerre contre les Turcs. Ils font ça avec tout le monde ou seulement avec les juifs? Un juif monté sur un cheval, c'est plus un juif, ça devient un russe. Non, mais vous êtes vraiment un abruti, Ariel. Qu'est-ce que les juifs viennent faire là-dedans? Si Dvoïra cherche sa robe verte, je crois bien que c'est le paternel qui l'a embarqué. Je parie que vous avez craché le morceau, hein, et que vous lui avez dit que Boyarski venait jeter un coup d'œil sur Dvoïra aujourd'hui, hein, espèce de vieille coquine. Elle lui a dit, oui, eh bien voilà, c'est ça. Je l'ai vu faire ce matin. Il a attelé Salomon le Sage et Mouska à sa charrette. Il a grignoté quelque chose, il s'est empiffré de vodka comme un vieux porc. Il a flanqué un truc vert sur le siège et il a filé. Les vieux comme lui, il faudrait les égorger et les expédier aux 500 ports. Mais c'est de ton père, donc que tu parles comme ça, Liovka? Ben, il n'a qu'à pas être un fumier. Il a quand même quelques shabbats de plus que toi. Il n'a qu'à pas être une sale brute. Les vieux comme lui, il faudrait les égorger et les expédier aux 500 ports. Bon, c'est à propos des marieurs comme moi qu'Ibn Ezra a dit: s'il te prenait l'envie de devenir fabricant de bougies, le soleil resterait coincé au beau milieu du ciel et ne se coucherait plus jamais. Il nous assassine 100 fois par jour, le vieux, et vous restez là sans rien dire, comme une bûche, quand je pense que le prétendant peut arriver d'une minute à l'autre. C'est à propos des hommes comme moi qu'Ibn Ezra a dit: si tu prenais l'envie de coudre des linceuls pour les morts, plus aucun homme ne mourrait aujourd'hui et dans des siècles et des siècles. Amen. À notre santé à tous. Et que tout se passe bien. Bonjour, bonjour. Boyarski, enchanté, absolument enchanté. Bonjour, bonjour. Vous m'aviez promis d'être là d'ici quelques heures, Lazare, et il est 6 heures. Bah, mon Dieu, vous savez, ce que nous vivons à Odessa, dans notre cher Odessa, il y a des clients qui vous extirpent la vie du corps comme vous extirpez le noyau d'une date, et de bons amis qui sont prêts à vous dévorer tout habillé, et sans sel, et des wagons entiers d'ennui, et des scandales par milliers. Comment voulez-vous qu'on trouve le temps de penser à sa santé? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un marchand a à faire de ça? On a à faire de sa santé. C'est tout juste si j'ai 1 minute pour prendre un bain d'eau de mer chaud, et je suis venu directement chez vous. Vous prenez des bains d'eau de mer, Lazare? Ben, tous les 2 jours, c'est réglé comme une horloge.
faut compter pour le moins 50 kopecks par jour. Et puis, mon Dieu, il y a du vin nouveau dans notre cher Odessa, et puis le bazar grec, et puis chez Fanconi, le café Fanconi. Vous fréquentez Fanconi, Lazare? Bah oui, ça m'arrive. Il fréquente Fanconi? Chez Fanconi, on s'en tire pas à moins de 30 kopecks, vous pourriez dire 40. Vous me pardonnerez si je vous interromps, mais Fanconi me revient à 1,5 rouble par jour, ou même 1,5 rouble. Un rouble par jour, ou même 1,5 rouble. Ma parole, mais vous êtes un vrai flambeur, Lazare. Un vaurien comme on n'a encore jamais vu sur Terre. 30 roubles par mois. Mais il y a de quoi faire vivre toute une famille. En plus, faire du violon aux enfants et plus mettre encore quelques kopecks de côté, par-dessus par-là. 30 roubles, mais qui partent en fumée tous les jours, Lazare. Mais vous n'avez pas le droit de naître. Pardon, Ariel. Pardon. Mais il y a une chose que vous devez savoir à propos de Boyarsky. Il ne s'intéresse pas au capital. Le capital, c'est de la crotte. Ce qui intéresse Boyarsky, c'est le bonheur. Je vous demande un peu, cher, très cher, qu'est-ce qui s'ensuit pour moi que mon entreprise produise 100 à 150 costumes par mois, plus des pantalons, plus des manteaux? Comptez 5 roubles de bénéfices nets par costume. Pour ne pas dire 10. Qu'est-ce qui peut s'ensuivre pour moi de mon entreprise? Alors, ce qui m'intéresse exclusivement, c'est le bonheur. Bon, je vous répondrai à cela, Lazare, que si nous menons notre affaire comme des êtres humains et non comme des fripouilles, votre bonheur sera assuré jusqu'à votre mort. Puissiez-vous vivre 120 ans. Et je vous dis ça en tant que chamesse, pas en tant que marieur. Que tout se passe bien. Bon, j'étais en train de vous parler de Fanconi. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'un juif qui ne manque pas de culot. Aujourd'hui, je passe chez Fanconi, c'est aussi bondé qu'une synagogue le jour de Yom Kippour. Des gens qui mangent un morceau, qui crachent par terre, qui se désolent. Il y en a qui se désolent parce que leurs affaires marchent mal. D'autres qui se désolent parce que celles de leurs voisins marchent trop bien. Impossible de trouver une place pour s'asseoir. Et voilà que Monsieur Chapelot, un Français qui a beaucoup d'allure, se lève et vient vers moi. Vous remarquerez que c'est très rare, un Français qui a de l'allure. Il vient vers moi et m'invite à sa table. Monsieur Boyarsky, me dit-il en français, je vous respecte en tant qu'entreprise et j'ai un sublime dessus pour police. Du tissu pour le dessus de police, me dit-il en français. Et je vous prie, en tant qu'entreprise, de boire avec moi 2 chopes de bière et de manger une dizaine d'écrevisses. Je lui réponds, vous m'excuserez si je vous dis que les juifs ne doivent pas avoir de considération pour les écrevisses. Un juif qui a de la considération pour les écrevisses est capable de se permettre avec le sexe féminin davantage qu'on doit se permettre. Il est capable de dire des cochonneries à table. Et s'il a des enfants, on peut être sûr à 100% que ce sont des avortons et des joueurs de billard. Ce que je vous dis là, c'est une réflexion d'expérience de la vie. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire de juif qui ne manque pas de culot. Vous comprenez, Beignard? Boyarsky? Oui. Dis-moi un peu, comme ça, au pied levé, comment ça me coûterait un costume d'hiver de qualité supérieure? Veston droit ou croisé? Droit. Les pans, vous les voyez comment? Arrondis ou droit? Arrondi. Le tissu, c'est vous qui le fournissez ou c'est moi? C'est toi. Et vous avez quoi dans l'idée? Du drap anglais, du drap de Lotz ou du drap de Moscou? Lequel est le mieux? Le drap anglais, c'est de la bonne qualité. Celui de Lotz, c'est de la serpillière avec des dessins dessus. Et celui de Moscou, c'est de la serpillière, mais sans dessin dessus. Alors, prenons du drap anglais. Les fournitures, c'est vous ou c'est moi? C'est toi. Combien ça va me coûter? Combien ça va vous coûter, monsieur Kourkir? Nous allons nous entendre. Bon, j'étais en train de vous parler de Fanconi.